Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons cheminer aux côtés d'une figure qui me semble être capitale au panthéon de la poésie russe du XXe siècle, d'une voix qui sut résister à l'une des entreprises de destruction culturelle les plus systématiques de l'histoire moderne. D'une femme dont l'œuvre devint le tombeau et à la fois la résurrection d'une nation entière humiliée par l'arbitraire. Je parle de Anna Akhmatova. Alors pour commencer, je vous propose d'imaginer, pour commencer, donc une femme grande, élancée, avec le profil aigu comme une médaille byzantine, la frange noire encadrant des yeux verts d'une intensité qu'on n'oublie pas. Imaginez qu'elle se tient en plein hiver russe, dans une file silencieuse de centaines d'autres femmes devant les portes d'une prison de Leningrad, attendant des nouvelles d'un fils qu'elle ne reverra peut-être jamais. Imaginez maintenant qu'une autre femme, derrière elle, la reconnaisse à voix basse, qu'elle s'approche et lui chuchote à propos de toute cette horreur qui les enveloppe. Pouvez-vous décrire cela ? Et imaginez la réponse simple, à peine soufflée. Oui, je le peux. Voilà l'origine secrète, l'instant fondateur, le serment intérieur, d'où jaillirait l'un des plus grands poèmes du XXe siècle, le Requiem d'Anna Akhmatova. Tout son destin tient dans cette scène que je viens de vous décrire. La file, la question, la promesse, tout son chant naîtra du devoir de tenir parole, malgré la terreur, malgré les bâillons, malgré le risque immédiat de la mort, malgré l'effacement systématique organisé par le pouvoir. Alors ce soir, nous allons cheminer le temps de cet épisode aux côtés de cette sentinelle des âmes silencieuses, de cette femme qui devint la voix d'un peuple réduit au silence, de cette poétesse en qui le chant le plus intime et l'épreuve historique la plus vaste se rejoignirent comme l'eau et le feu dans un même creuset. Mais comme toujours, commençons par les fondations. Anna Akhmatova est née le 23 juin 1889, selon le calendrier grégorien, dans le village de Bolchoï-Fontan, sur le rivage de la mer Noire, non loin d'Odessa. Son père, Andrei Antonovitch Gorenko, était ingénieur de marine, homme de tempérament rigide qui acceptait mal les ambitions littéraires de sa fille. Sa mère, Ina Erasmovna Stogova, descendait d'une vieille famille noble. Plusieurs frères et sœurs devaient mourir jeunes, marquant la maisonnée d'un deuil persistant. La petite Anna grandit au sein d'une famille nombreuse dans une atmosphère teintée à la fois de la sévérité paternelle et de la mélancolie maternelle. Lorsqu'à 17 ans, ayant déjà commencé à composer des vers, elle pressentit que ces vers pourraient un jour être publiés. Son père lui interdit formellement d'utiliser le nom des Gorenko pour signer ses textes. Une autre eut peut-être obéi en silence, mais elle choisit de renaître autrement. Elle se tourna vers la mémoire de son arrière-grand-mère maternelle, descendante, semble-t-il, du Khan Akhmat, dernier souverain de la Horde d'Or, et adopta pour pseudonyme la forme féminine d'un patronyme tatar, Akhmatova. Le geste me semble tout à fait révélateur. Cette jeune Russe d'apparence si slave revendique en secret une ascendance asiatique, comme pour signifier que le sang qui parle en elle vient de plus loin que l'Empire, vient des steppes,
vient de cette frontière mouvante où l'Orient et l'Occident s'épousent et se déchirent à la fois depuis des siècles. L'enfance d'Anna se déroula pour l'essentiel, à Tsarskoe Selo, le village impérial situé à une vingtaine de verstes au sud de Saint-Pétersbourg. C'est un lieu à la fois chargé d'histoire et de poésie. Tsarskoe Selo abritait les palais d'été des tsars, les jardins anglais peuplés de statues, ce lycée fameux où Alexandre Pouchkine avait fait des études un siècle plus tôt. La présence du grand poète russe planait sur ces allées comme un esprit tutélaire. La petite Anna, qui apprenait à lire dans les œuvres du maître, y nouait avec lui un dialogue qui ne cesserait finalement jamais. Pouchkine deviendrait toute sa vie le modèle d'une langue russe à la fois précise et noble, capable de tout dire sans jamais se compromettre dans l'enflure. Vivre à Tsarskoe Selo, c'était un peu comme vivre dans le sillage de Pouchkine. C'était hériter, sans même le savoir, d'une mission, celle de maintenir vivante la possibilité d'une grande poésie russe en dépit des bouleversements qui menaçaient déjà le siècle naissant. La fillette aux cheveux noirs lissait debout dans les jardins gelés, récitait des vers en patinant sur les étangs, rêvait de gloire littéraire et de coiffes de neige sur les coupoles dorées. Quelque chose se nouait là, dans ces années protégées qui allaient fournir à toute son œuvre le timbre d'une fidélité aristocratique au passé, à la mémoire, aux figures qui ne consentaient pas à mourir. En 1905, le mariage des parents se brisa. La famille se dispersa. Anna suivit sa mère à Yevpatoria, en Crimée, puis à Kiev, où elle acheva ses études secondaires et s'inscrivit à la faculté de droit. Mais l'étude du droit n'était évidemment qu'un alibi au fond. Elle écrivait, elle attendait, elle lisait Verlaine et Baudelaire, traduisait des auteurs français, fréquentait les cercles symbolistes ukrainiens. Elle attendait surtout le retour d'un jeune homme qui la courtisait depuis l'adolescence et dont elle avait jusqu'alors repoussé les avances. Il s'appelait Nikolai Goumilev, futur grand poète d'ailleurs, et alors voyageur, à ce moment-là, intrépide qui ramenait d'Abyssinie des contes éthiopiens et des frissons de l'inconnu. Goumilev tenta de se suicider à plusieurs reprises pour l'obtenir. En avril 1910, ils finirent par se marier à Kiev, dans une église dont aucun des amis du couple, de part et d'autre d'ailleurs, ne crut bon de venir partager la cérémonie. Ce fut peut-être un présage ironique des incertitudes intimes que cachait cette union de deux personnalités déjà saisies par leur propre vocation. Le voyage de noces les mena jusqu'à Paris où Anna rencontra le jeune Amedeo Modigliani, qui devait justement lui consacrer une série de dessins tout à fait admirables, où elle déambula sur les quais de Seine en récitant Verlaine, où elle goûta pour la première fois cette sensation singulière d'être à la fois étrangère et étrangement chez elle dans l'Europe occidentale. Une fois de retour à Saint-Pétersbourg, Anna et Nikolai se retrouvèrent au cœur d'une effervescence littéraire d'une intensité rare. La capitale impériale traversait alors ce qu'on appelait plus tard l'âge d'argent, cette floraison brève et brillante où tous les arts russes se renouvelaient simultanément. Le symbolisme déclinant, dominé par Alexandre Blok et Andrei Bieli, cédait la place à des courants plus jeunes. Goumilev, avec quelques camarades, fonda en 1911 la confrérie de l'acméisme, qui était un mouvement qui rejetait le brouillard symboliste pour retrouver justement la matérialité du monde, la précision du nom juste, la dignité concrète des objets. Là où les symbolistes voyaient en chaque chose le voile à percer pour atteindre
des correspondances cachées, eh bien, les acméistes, eux, voulaient célébrer la rose pour ses pétales et son parfum, et le marbre pour son poids et également sa froideur. Anna Akhmatova adhéra à ce programme avec une ferveur lucide. L'acméisme correspondait à son goût pour la formule ramassée, l'image nette, la chose dite avec ses contours. Au célèbre cabaret du chien errant, dans une cave de Saint-Pétersbourg, elle déclamait ses poèmes devant les artistes et les bohèmes de la ville, dans la fumée et le tintement des verres. En 1912, paraît son premier recueil, Večer, le soir, qui obtient un succès immédiat. 2 ans plus tard, Tchotki, le rosaire, confirme le triomphe. Akhmatova est devenue, en quelques mois à peine, l'une des voix lyriques les plus écoutées de la Russie. Alors que disent ces premiers poèmes ? Eh bien, ils chantent l'amour avec une économie verbale qui contraste violemment avec les épanchements symbolistes. Quelques détails concrets, une scène d'intérieur, un geste banal, soudain, habité d'un poids inattendu. Une chute brève qui retourne le sens de ce qui précédait. Au final, telle est la grammaire poétique d'Akhmatova jeune. Elle invente une forme de lyrisme presque cinématographique, où la passion se dit par éclat sensible plutôt que par déclaration. Tel poème montre une femme passant son gant droit sur sa main gauche. Ce geste minuscule, cette inversion des gants, suffit à dire un trouble dont l'origine ne sera jamais nommée. Tel autre évoque un cierge éteint dans une chapelle où l'amante a prié pour son aimé absent. Tel autre encore se contente de noter qu'on a fermé telle porte, qu'on a entendu tel bruit dans l'escalier, et tout l'orage intérieur tient dans le silence de ce qui n'est pas dit. La technique est d'une finesse extrême. Les lectrices russes, et plus encore les lecteurs russes d'ailleurs, eurent le sentiment de découvrir avec elle une poétesse capable de dire enfin la vie sentimentale moderne sans la travestir en allégorie. Mandelstam, qui l'admira d'entrée de jeu, devait observer qu'Akhmatova avait fait passer dans le poème lyrique russe toute la complexité psychologique du grand roman du XIXe siècle. Ces années à Saint-Pétersbourg, d'avant-guerre, constituent dans la mémoire d'Akhmatova une époque dorée, un archipel d'amitié et d'effervescence artistique sur lequel elle ne cessait de revenir dans son grand poème tardif, poème sans héros. Elle se lia d'amitié durablement avec Mandelstam, qui était un jeune homme intense et frêle à la fois, juif, converti à la foi orthodoxe, par souci d'appartenance à la culture qu'il aimait finalement, et qui devint le compagnon spirituel de toute sa vie. Avec Mandelstam, elle partageait une certaine conception de la poésie comme préservation d'une tradition culturelle menacée, comme hellénisme transposé sur les rivages de la Neva, comme dialogue ininterrompu avec les morts. Elle croisait Bloch, le grand poète symboliste, qui personnifiait à lui seul l'âme tragique russe d'avant la Révolution. Elle dînait dans des cafés où l'on entendait peut-être pour la dernière fois cette parole russe libre qui allait être bientôt confisquée. Elle dansait sur les tapis des salons sans deviner que la maison brûlerait sous peu. La toile de fond de cette félicité provisoire, c'était une Russie travaillée par d'immenses tensions sociales, économiques et politiques, et les jeunes poètes de l'acméisme se grisaient de leurs propres trouvailles formelles, sans toujours réellement mesurer en fait la précarité du monde dans lequel ces trouvailles trouvaient à s'épanouir. C'est en septembre 1912 qu'Anna mit au monde son fils unique, Lev. L'enfant fut largement confié à la grand-mère paternelle,
conformément aux usages de la noblesse russe du moment. Et le couple, Gumiliov-Akhmatova, reprit sa vie à Saint-Pétersbourg. Mais le mariage se défaisait. Gumiliov, qui était un voyageur incurable, multipliait les liaisons et les expéditions. Akhmatova, elle aussi, connaissait des amours parallèles. Et puis la guerre éclata en 1914. Et Gumiliov s'engagea volontairement, gagnant des décorations dans les tranchées du front russe, lorsque survint la révolution en 1917. Akhmatova fut bouleversée, mais également lucide. Beaucoup de ses amis émigraient, gagnaient Berlin, Paris, Prague, fuyant la guerre civile et les premières persécutions bolcheviques. Et elle fit le choix terrible et lumineux à la fois de rester. Le quatrain qu'elle composa alors est resté célèbre. Qui me tente de quitter ma terre, je ne l'écouterai pas. Je ne donnerai pas mon âme à l'étranger. Cette décision allait commander tout le reste de son existence. Refuser l'exil, eh bien, c'était choisir le destin commun. C'était accepter d'avance les souffrances incalculables qui attendaient ceux qui demeureraient. C'était surtout, et plus profondément, refuser d'abandonner la langue russe à ceux qui la mutileraient. Rester parmi son peuple, humilié, elle deviendrait, au fond, la voix de ce peuple précisément parce qu'elle avait choisi de partager son sort. Les années qui suivent la Révolution sont absolument chaotiques. Akhmatova divorce de Gumiliov en 1918, épouse en secondes noces Vladimir Chileïko. Ce fut un mariage malheureux qui s'achèvera à peine quelques années plus tard. Elle survit dans une économie en ruine, dans un Saint-Pétersbourg rebaptisé Pétrograd, et qui se vide, qui gèle, qui meurt de faim. Le coup le plus terrible vient en août 1921. Gumiliov, son ancien mari, le père de son fils, est arrêté par la Tchéka, la police politique des bolcheviks, pour participation supposée à un complot monarchiste. Le prétendu complot était largement fabriqué. Gumiliov fut fusillé, sans véritable procès, dans une fosse anonyme. Et Akhmatova reçut la nouvelle quelques jours plus tard. Elle avait 32 ans à ce moment-là, et l'on venait de tuer celui qui demeurait, malgré toutes les ruptures, l'un des hommes essentiels de sa vie. La Russie soviétique inaugurait avec ce meurtre la longue série des assassinats de poètes qui jalonnerait finalement le siècle. Akhmatova comprit dans les semaines qui suivirent qu'une époque venait de s'achever et qu'une autre commençait, où le seul fait d'écrire pourrait lui valoir d'être éliminé à son tour. Cette prise de conscience, douloureuse, lointaine à la fois, déterminerait désormais chaque choix littéraire qu'elle ferait. De 1923 environ à 1940, Anna Akhmatova fut interdite de publication en Union soviétique. Pas d'interdiction officielle, il n'y a pas eu de décret nominatif, mais seulement le refus régulier, opaque, irrévocable des éditeurs et des revues. On ne disait pas qu'elle était bannie, on ne publiait simplement plus ses poèmes, et on faisait disparaître son nom des anthologies, on enseignait qu'elle représentait une époque révolue, une forme de noblesse condamnée, une religiosité incompatible avec l'homme nouveau. Officiellement, elle n'écrivait plus. Officieusement, elle écrivait davantage et plus profondément qu'elle n'avait au fond jamais écrit. Ses poèmes circulaient dans la clandestinité du samizdat. Copiée à la main, mémorisée par les amis fidèles, elle vivait dans des appartements communautaires, partagés avec des inconnus, dans une promiscuité hostile où la moindre parole pouvait être rapportée. Elle composait dans sa tête, faisait apprendre par cœur ses poèmes à ses amis, à quelques autres femmes de confiance, puis
brûlait les feuillets dans le poêle après avoir vérifié que la mémoire avait bien retenu. Une partie immense de l'œuvre d'Akhmatova a existé ainsi, pendant près de 20 ans, sous forme purement orale, comme les épopées homériques avant l'écriture, comme les liturgies primitives transmises de bouche à oreille. Pendant ces années obscures, alors qu'elle ne pouvait plus publier ses propres vers, Akhmatova trouva refuge dans une autre forme d'écriture, qui ne l'exposait pas à la même surveillance immédiate. L'érudition de Pouchkine, eh bien, elle se plongea dans l'œuvre du grand poète romantique russe avec une ardeur de spécialiste, étudiant les manuscrits, retrouvant des sources oubliées, démêlant les énigmes biographiques qui posaient la trajectoire fulgurante de celui qui était mort en duel à 37 ans. Ces essais sur Pouchkine, regroupés après sa mort en un volume aujourd'hui considéré comme classique, témoignent d'une intelligence critique de premier ordre. Mais cette fréquentation érudite n'était au fond pas une simple distraction savante. Elle était plus profondément une manière de continuer le dialogue avec le grand ancêtre, de se nourrir discrètement à la même source et de tenir une chaîne ininterrompue depuis le siècle d'or de la poésie russe jusqu'à son propre présent humilié. Pouchkine devenait ainsi le compagnon invisible de ces années noires, le témoin discret qui lui rappelait que la grande poésie russe, en dépit de tous les régimes, eh bien, possédait sa continuité propre, indifférente au décret des appareils. À ses côtés, dans cette communion savante, eh bien, se tenaient aussi les ombres de ses contemporains assassinés ou exilés. Marina Tsvetaeva, qui s'était pendue dans une isba d'Elabouga en 1941, après son retour d'émigration, Mandelstam englouti dans les camps de l'Extrême-Orient, Pasternak réduit au silence puis traqué pour avoir écrit le Docteur Jivago. Akhmatova devenait peu à peu la dernière vivante ou survivante d'une génération entière, la mémorialiste désignée d'un âge sacrifié. Elle vivait alors avec Nikolai Pounine, brillant historien d'art qu'elle avait rencontré au début des années 20 et qu'elle accompagna pendant une quinzaine d'années. Le foyer de Pounine, l'appartement de la maison, de la fontaine sur la Neva, devint l'un des derniers refuges de la culture de Saint-Pétersbourg détruite. Mais le malheur s'accumulait. En 1934, Mandelstam fut arrêté pour la première fois après avoir composé un épigramme sanglant contre Staline. Il serait définitivement liquidé en 1938 dans un camp de transit en Sibérie orientale. En 1935, Goumilyov, le fils d'Anna, fut arrêté à son tour, ainsi que Pounine, et Akhmatova obtint leur libération provisoire en écrivant à Staline en personne. Ce fut un geste désespéré et lourd de conséquences morales. En 1938, Lev fut de nouveau arrêté, condamné, expédié dans les camps de Norilsk et de la Vorkuta, où il croupirait pendant près de 5 ans. Et c'est alors que commença la longue et effroyable épreuve des fils. Pendant 17 mois, Akhmatova fit la queue chaque jour devant les guichets de la prison Kresti à Leningrad, dans le froid, dans la neige, dans le vent du golfe de Finlande, pour tenter de remettre un colis aux prisonniers ou simplement d'apprendre s'il vivait encore. Autour d'elle, des centaines, des milliers d'autres mères, d'autres épouses, d'autres sœurs faisaient la même attente. Et le silence régnait dans ces files immenses. Les femmes savaient qu'un mot trop haut pouvait leur coûter d'être arrêtées à leur tour. C'est dans ces files muettes que naquit le poème Requiem.
Une scène racontée par Akhmatova elle-même dans la prose préliminaire qui ouvre le cycle en livre d'origine. Une femme, derrière elle, dans la queue, l'a reconnue, un jour, à voix basse, malgré le visage altéré par la souffrance et le froid, et lui demanda, dans un murmure presque inaudible, ce que je vous disais tout à l'heure, en introduction de ce podcast, « Pouvez-vous décrire cela ?» Akhmatova répondit qu'elle le pouvait. Et quelque chose, dit-elle, qui ressemblait à un sourire, passa sur ce qui avait été autrefois son visage à elle, l'inconnu. Tout l'ensemble de Requiem tient dans cette promesse. D'écrire, oui, non par une forme d'exhibition de la souffrance privée, mais bel et bien par devoir envers les autres, envers les femmes anonymes qui n'auraient jamais d'autre voix, envers les fils, les pères, les époux disparus dans l'archipel des camps. Pendant 5 années, de 1935 à 1940, Akhmatova composa ce cycle de poèmes courts, intenses, classiques de forme, modernes par leur retenue, en les apprenant par cœur à mesure qu'elle les composait, en les confiant à Lydia et à 2 ou 3 autres mémoires fidèles, et en s'interdisant de les coucher sur le papier. Le risque, vous l'aurez compris, était bien trop grand. Une perquisition, un dénonciateur, un instant d'inattention, et elle aurait suivi son fils dans l'enfer. Elle écrivait dans la mémoire vivante des amis comme on grave dans la pierre. Lire son poème Requiem aujourd'hui, eh bien, c'est à mon sens entrer dans l'une des œuvres les plus pures et les plus terribles du XXe siècle. Le cycle s'ouvre sur une dédicace générale aux femmes de Séphile, puis sur la prose initiale qu'on vient d'évoquer, puis sur 10 poèmes brefs qui retracent par éclair le calvaire d'une mère. Le poète s'efface derrière la figure mythique de la Mater Dolorosa, la mère des douleurs, la Vierge debout au pied de la croix où son fils agonise. Le rapprochement n'est pas allusif, et il est même plutôt explicite. Un des poèmes du cycle s'intitule simplement « Crucifixion » et déplace le drame antique du calvaire dans une chambre froide de Leningrad. Akhmatova, mère du fils arrêté, devient toutes les mères des fils torturés. Et toutes les mères deviennent en un instant donné la Vierge Marie elle-même, conformément à cette intuition profonde de la spiritualité orthodoxe russe. La mère de Dieu est la consolatrice première de tout être affligé. La structure du cycle imite celle d'une liturgie funèbre. On y entend la voix des litanies, le rythme des proquimens, les réponses de la déploration. La langue est sobre, elle est presque dépouillée, elle est même parfois lapidaire. Aucune complaisance n'est ici dans la souffrance étalée. Aucune accusation directe contre le pouvoir, la dignité du chant est totalement préservée. Et c'est précisément cette dignité qui rend la dénonciation insurmontable. Il faut, à mon sens, s'arrêter sur cette dimension proprement religieuse qui irrigue toute l'œuvre tardive d'Akhmatova et qu'on méconnaîtrait gravement à la passer sous silence. Akhmatova fut une chrétienne orthodoxe convaincue, fidèle à la liturgie de l'Église russe, malgré la persécution anti-religieuse menée par le pouvoir soviétique. Elle se signait, allumait des cierges devant les icônes, observait à sa manière les grandes fêtes du calendrier ecclésiastique. Cette piété n'était pas chez elle un simple résidu d'enfance, ni même un conformisme nostalgique, mais c'était bel et bien une véritable substance spirituelle dans laquelle son écriture trouvait justement toute l'encre à puiser. Pavel Florensky, qui était un génial théologien russe contemporain d'Akhmatova,
lui-même fusillé d'ailleurs dans les camps en 1937, avait consacré des pages admirables à la fonction de l'icône dans la pensée orthodoxe. L'icône, écrivait-il, n'était pas une représentation au sens occidental du mot, mais c'était une fenêtre par laquelle l'autre monde se rend présent dans celui-ci. Les saints, peints sur l'icône, ne sont pas figurés. Ils sont véritablement là, accessibles à la prière du fidèle qui se tient devant elle. Akhmatova compose ses poèmes selon une logique analogue. Ses textes ne sont pas des récits sur les souffrances russes, mais elles sont plutôt des fenêtres par lesquelles ces souffrances continuent d'agir et de témoigner, d'exiger la justice du souvenir. Le poème devient une icône verbale, une présence sacramentelle d'un peuple martyrisé. La Seconde Guerre mondiale interrompit paradoxalement la persécution dont Akhmatova faisait l'objet. Devant l'avance allemande, le pouvoir soviétique évacua une partie de l'intelligentsia et Akhmatova fut transférée à Tachkent, en Ouzbékistan, où elle vécut près de 3 années dans une chaleur totalement suffocante, mais dans une relative liberté. Elle composa, elle lut ses poèmes à des soldats blessés et à des femmes ouzbèques en exil. Le pouvoir, dans la grande détresse de la guerre, avait besoin de toutes les voix, capables de soutenir le moral du peuple. Et Akhmatova fut momentanément autorisée à s'exprimer. Le retour à Leningrad, après la guerre, fut absolument bouleversant pour elle. La ville assiégée pendant 900 jours portait au fond d'elle des cicatrices indicibles. Un quart de ses habitants y avaient péri de faim. Et c'est dans ce Leningrad meurtri qu'eut lieu en novembre 1945 la rencontre la plus mythique de la vie d'Akhmatova. La visite d'Isaiah Berlin, qui était un jeune diplomate britannique d'origine russe, philosophe en devenir, qui parvint à pénétrer dans son appartement et à passer avec elle une nuit entière de conversation. Ils parlèrent de poésie, d'exil, des amis morts, du destin de la culture russe sous le régime, et Akhmatova lui confia des poèmes inédits. Elle vit en lui, plus tard, une sorte d'envoyé du futur, le visiteur venu d'un autre temps, pour lui rappeler qu'au-delà des frontières fermées, une autre conversation continuait. Et de cette rencontre devait naître en partie le poème Sans héros, où la silhouette de Berlin se mêle aux ombres des amis disparus comme une forme de personnage allégorique. La rencontre avec Berlin eut finalement un prix terrible. Parce que Staline en fut informé presque immédiatement par les agents qui surveillaient l'appartement, et il y vit, dit-on, la confirmation qu'Akhmatova entretenait des liens dangereux avec l'étranger. En août 1946, le comité central du Parti communiste, par la voix de son idéologue en chef, Andreï Jdanov, prononça contre Akhmatova et le satiriste Mikhail Zotchenko un décret d'une violence inouïe. Akhmatova y fut qualifiée, dans une formule restée célèbre par son obscénité administrative, de moitié nonne, moitié putain. C'est un étrange aveu de l'incapacité du régime à finalement classer une voix qui échappait simultanément aux catégories dont il disposait. Elle fut expulsée de l'Union des écrivains, privée de cartes de rationnement, condamnée à vivre dans le dénuement le plus complet. Pour elle, qui touchait alors la cinquantaine et qui n'avait plus que sa plume pour subsister. Ce fut un coup destiné à l'achever. Elle survécut grâce à la générosité discrète de quelques amis, à de modestes traductions qu'on lui permettait encore d'effectuer pour subsister, à sa propre fierté qui refusait de se courber. Et Pounine fut arrêté de nouveau en 1949 et mourut en camp en 1953. Lev
fut arrêté une troisième fois en 1949 et passa encore 7 années dans les camps. Akhmatova vit s'accumuler autour d'elle, à mesure qu'elle vieillissait, les morts violentes et les emprisonnements comme une moisson sinistre. Et c'est dans ces années sombres qu'elle travailla obstinément à son autre grande œuvre, le poème sans héros, commencé en 1940, et qu'elle reprit finalement jusqu'à sa mort. Si Requiem est un cycle bref et plutôt dépouillé, presque liturgique, je dirais, eh bien le poème sans héros est absolument tout l'opposé. Il est long, il est polyphonique, il est hanté de masques et de doubles, il est traversé d'allusions secrètes, il est construit sur 3 parties qui s'enchâssent comme les nappes successives d'une mémoire en exil. Le poème évoque un soir de l'année 1913 à Saint-Pétersbourg, lors d'une fête où la jeune génération acméiste se retrouvait dans l'insouciance à la veille des cataclysmes. Un suicide d'amour, un poète mort jeune, un masque vénitien, un miroir. Autant de motifs qui se déploient en variations rappelant un final de Mahler. Akhmatova revisite du fond de la vieillesse le monde dont la révolution a absolument tout balayé, et elle le fait surgir non comme un paradis perdu sentimentalement regretté, mais bel et bien comme un fardeau spirituel à expier. Tous les fantômes du passé reviennent dans le poème pour réclamer leur part de mémoire. Le titre lui-même est au fond énigmatique. Poème sans héros, parce que le héros classique a disparu de l'horizon moderne. Parce que l'héroïsme, à l'ancienne mode, a été dévoré par le siècle. Parce qu'aucun individu ne peut prétendre incarner à lui seul la trame d'une histoire devenue collective et anonyme. Reste le poème, qui tient debout là où aucun héros ne peut plus au final se tenir et qui assume seul la fonction de mémoire. Après la mort de Staline en 1953, l'étau se desserra, bien sûr, peu à peu. Lev fut libéré en 1956, Akhmatova fut autorisée à publier de nouveau, avec 1000 censures, 1000 amputations, 1000 ruses. Une nouvelle génération de jeunes poètes vint à elle comme un pôle magnétique, en quelque sorte, et parmi eux, un jeune juif de Leningrad qui s'appelait Joseph Brodsky, et qui devait devenir, plusieurs décennies plus tard, le prix Nobel de littérature. Brodsky, alors âgé de 20 ans à peine, fut adopté par Akhmatova comme une sorte de fils spirituel. Elle apprit, disait-il, à mesurer à l'aune des morts ce qu'on prétend dire en poésie. Et cette rencontre entre la grande dame de 70 ans et le jeune poète bouillant constitue l'une des plus belles transmissions de l'histoire littéraire récente. À la fin de sa vie, Akhmatova reçut quelques rares marques de reconnaissance étrangère. En 1964, elle reçut le prix Etna Taormina, qui lui fut attribué en Italie. En 1965, l'université d'Oxford lui décerna un doctorat honoraire et elle put effectuer son premier voyage hors d'Union soviétique depuis 40 ans. À Paris, à Londres, elle revit des amis qu'elle avait quittés un demi-siècle plus tôt. Une partie d'elle ne put cependant s'empêcher d'éprouver, au milieu de ses honneurs tardifs, l'amertume de tout ce qui avait été perdu, de tous ceux qui n'avaient pas vécu jusqu'à ce moment, de toutes les œuvres jamais écrites, parce que leurs auteurs avaient été assassinés trop tôt. Elle mourut le 5 mars 1966 dans un sanatorium de la région de Moscou, des suites d'un infarctus. La date n'est, je pense, pas indifférente, puisque c'était le jour pour jour, le 13e anniversaire de la mort de Staline. Et la nouvelle se répandit, et lors de ses obsèques à Leningrad, des milliers de personnes vinrent suivre le cortège jusqu'au cimetière de Komarovo, sur la côte du golfe de Finlande, où elle repose désormais sous une simple croix de bois. Sa tombe, devenue lieu de pèlerinage pour les amoureux de la poésie russe, conserve quelque chose de la dignité humble qui présidait à toute son œuvre, à l'ensemble de son œuvre.
Il n'y a pas de mausolée, il n'y a pas de monument tapageur, mais bel et bien cette modeste stèle à la lisière de la forêt qui semble dire que la grandeur véritable se passe d'apparat. Tout ce qu'elle avait écrit dans le secret, tout ce qu'elle avait fait apprendre par cœur à ses amis, tout ce qu'elle avait sauvé du naufrage de son siècle, allait progressivement remonter à la surface dans les décennies suivantes, jusqu'à la chute du régime soviétique, qui lui permettrait enfin la publication intégrale, en 1987, du Requiem, complet en territoire russe. Elle n'aurait pas vu cette publication, mais elle l'avait en un sens déjà reçue. Dès l'instant où elle avait fait le pari de tenir parole devant la femme inconnue de la file de Cresty que je vous ai énoncé tout à l'heure. Je vous invite à présent à découvrir par vous-même l'œuvre d'Akhmatova dans les traductions françaises qui sont disponibles, bien sûr. Elles sont nombreuses, notamment le volume qui a été publié aux éditions Gallimard, que j'apprécie énormément, dans la collection Poésie, ou les œuvres poétiques rassemblées chez d'autres éditeurs francophones. Vous y entendrez d'abord les poèmes brefs des recueils de jeunesse, ces sortes de vignettes de Saint-Pétersbourg, où l'amour heureux et contrarié se dit en quelques touches d'une netteté presque japonaise. Et vous gravirez ensuite les degrés du Requiem, ce cycle où chaque poème est un cercle de douleur transmué en chant, où la mère devient la Vierge debout au pied de la croix, où les filles muettes prennent enfin la parole par le truchement d'une seule voix qui parle pour toutes. Et vous traverserez enfin le labyrinthe du poème, sans héros, une œuvre énigmatique qu'il faut, à mon sens, lire et relire en se laissant porter par sa musique avant même de tenter de la comprendre. La langue russe, par ses sonorités graves et veloutées, donne à ces poèmes une qualité d'incantation qu'aucune traduction ne peut tout à fait restituer. Mais les traductions françaises, les plus heureuses, parviennent au fond à en transmettre la charpente émotionnelle et l'horizon spirituel. Alors, je vous propose de la lire lentement et si possible à voix haute. Lisez le plus possible la poésie à voix haute. Parce que vous reconnaîtrez dans cette voix, venue de Léningrad, quelque chose qui n'appartient pas seulement à la Russie, ni même au siècle écoulé, mais qui parle directement à la part de nous-mêmes, qui sait encore ce que pleurer veut dire. Voilà, en quelques mots, qui fut Anna Akhmatova, une femme à qui le siècle infligea presque tout ce qu'un siècle peut finalement infliger. L'exécution de son ancien époux, l'arrestation et l'emprisonnement répété de son fils, la mort en camp de son compagnon, l'interdiction de publier pendant 2 décennies, la dénonciation publique par le pouvoir, la pauvreté, le froid, l'humiliation, la solitude. Et qui pourtant, malgré tout cela, ou peut-être grâce à tout cela, transforma son existence en une œuvre d'une beauté souveraine et d'une importance historique qui n'a pas d'équivalent. Sa leçon, elle est à mon sens multiple. Elle nous rappelle d'abord que la poésie n'est pas un luxe esthétique, un agrément réservé au temps tranquille, mais bel et bien une nécessité humaine fondamentale qui se révèle précisément dans les pires conditions. Elle nous rappelle ensuite que la fidélité à la langue et la fidélité au peuple sont 2 versants d'un même engagement et qu'on ne peut servir véritablement l'une sans servir l'autre. Elle nous rappelle enfin que la mémoire est une activité spirituelle, et peut-être même la première de toutes, et que sans gardien patient de souvenirs, une civilisation tout entière peut s'effacer comme une trace dans le sable mouvant des décrets et des oublis. Akhmatova fut cette gardienne, cette sentinelle des âmes silencieuses, cette mère adoptive de tous les disparus dont elle promit, dans la file glacée de Cresty, qu'elle dirait l'inexprimable.
elle a tenu sa promesse, contre toute vraisemblance, contre toute possibilité raisonnable, contre la machine immense qui s'employait à effacer jusqu'à ses traces même, la possibilité même de cette tenue de parole dans ce siècle-là est l'une des grandes consolations qu'on puisse offrir à notre temps. Alors, mon souhait ce soir, dans cet épisode, c'est que vous puissiez, en quittant l'écoute de ce soir, de ce jour, si vous écoutez en journée, eh bien, sentir la présence vive de cette voix russe immense, et que vous puissiez chercher ces livres, prononcer ces poèmes lentement, et vous laisser pénétrer par la fermeté de son chant. Puissiez-vous également découvrir à travers elle qu'au cœur même de l'horreur historique, eh bien, la beauté demeure possible, et qu'un poème bien fait peut peser plus lourd dans la balance des âmes que tous les empires bâtis sur le mensonge et sur la peur. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.